Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Inside qui met en avant les actions du gouvernement guinéen. Le 19 avril dernier, lors du conseil interministériel, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a soumis une loi portant sur la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la République de Guinée. Pour parler de cette loi, mais aussi de la mise en place d'un comité de normalisation à la tête de la Fédération guinéenne de football, je reçois pour vous sur ce plateau Sia Kabari, ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, pour commencer, parlez-nous de la proposition de loi portant sur la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la République de Guinée, mais aussi quelle sera la portée de cette loi si elle venait à être adoptée pour le monde culturel guinéen. Merci à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Pour aller vite sur votre question, c'est en fait un projet de loi, puisque ce projet est l'émanation du gouvernement donc de la République, à déposer donc au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, le travail complémentaire va se faire jusqu'à son adoption. Ce projet de loi est venu suite à un constat de vide juridique et réglementaire que nous avons eu à faire donc, à notre arrivée à la tête de ce département. Un constat qui nous a amené à voir qu'un pays aussi richement doté par la nature, aussi richement doté par l'initiative de ses habitants, aussi richement doté par la tradition et par les coutumes, donc par la culture, de patrimoine, que ce pays aujourd'hui ne soit pas à même de protéger ce patrimoine-là, faute des textes réglementaires viables et fiables en la matière. Et donc, nous nous sommes référés aux dispositions des instances internationales en la matière, notamment l'UNESCO, et nous avons vu que ce vide juridique n'était pas de nature à aider la Guinée dans le développement, dans la préservation et dans la conservation de son patrimoine. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1972, l'UNESCO a fait ratifier à plusieurs États de notre planète des instruments juridiques qui leur permettent de conserver et de préserver leur patrimoine historique. Et se basant sur ces ratifications, l'UNESCO, un peu partout dans la sous-région, a eu à inventorier les patrimoines des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc., dans le patrimoine universel qu'on appelle communément le patrimoine mondial de l'UNESCO. La Guinée, un pays hautement doté donc, par la nature, malheureusement ne s'est pas retrouvé sur cette liste. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que deux patrimoines. Un, le Mont Nimba, qui est sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, à cause de son statut régional, et un autre sur la liste d'attente, qui est le Sosobala. Donc cet état de fait n'est pas du tout justifié, et à notre prise de fonction, avec l'aide du gouvernement du Premier ministre Madi Youla, avec la clairvoyance du président de la République, le professeur Alpha Condé, nous nous sommes dit qu'il faut parer au plus pressé et doter la Guinée enfin d'instruments juridiques. Justement, monsieur le ministre, si cette loi venait à être adoptée à l'Assemblée nationale, quelle sera sa portée pour le monde culturel guinéen? La portée est de deux niveaux. D'abord, permettre à la Guinée de s'adosser donc sur des instruments juridiques et réglementaires en vue de réglementer le secteur du patrimoine historique, surtout sa préservation, sa conservation et sa promotion. Ça, c'est ici. Et sur le plan international, permettre une facilité dans les débats, dans les discussions entre la Guinée et ses partenaires, notamment l'UNESCO, pour montrer une certaine volonté politique affichée en vue non seulement de lever des fonds à même de nous aider donc à préserver notre patrimoine historique, mais aussi à avoir un accompagnement en termes de promotion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est que par la promotion de nos patrimoines historiques sur place qu'on pourra faire la promotion du tourisme guinéen. C'est ce qu'on appelle naturellement la promotion du tourisme culturel. Je le dis tantôt, par une démarche d'interministérialité, il va falloir qu'on trouve moyen de corréler et la culture et le tourisme
pour lancer ce vaste programme de tourisme culturel. Ça pourra nous aider aussi dans ce sens. Monsieur le ministre, Conakry désigné capitale mondiale du livre en 2017, une satisfaction pour tous les Guinéens. À quoi peut-on s'attendre pour la réussite de ce rendez-vous culturel mondial du livre à Conakry l'année prochaine? C'est une belle initiative de l'UNESCO et c'est à l'honneur de la Guinée d'être choisie capitale mondiale du livre, en tout cas Conakry. Et ce n'est que justice rendue à ce pays, je l'ai toujours dit. Ce pays est un pays de culture par essence. Ce n'est pas pour rien que nous avons produit des sommités tels que les Kouyaté Sorikandia, les Abouakar Demba Kamara, le premier ballet africain est né en Guinée, le ballet Djoliba, etc. Et ce n'est pas pour rien que nous avons produit des grands noms littéraires tels que les Camara Lai, les Alioune Fantouré, les William Sassine. Et donc, faire de Conakry capitale mondiale du livre n'est qu'une juste rétribution de l'apport de la Guinée sur l'échiquier littéraire africain. Ceci dit, 2017 va consacrer donc la Guinée, serait pour la Guinée une consécration planétaire et internationale de l'ensemble de ses œuvres culturelles et littéraires. Et pour ce faire, la retombée sur la Guinée va être d'abord une retombée en termes de visibilité. Nous allons pouvoir quand même faire situer la Guinée par beaucoup de personnes qui se posent la question, mais où se situe la Guinée? Où se situe la Guinée de Camara Lai? Où se situe la Guinée de Abouakar Demba? Où se situe la Guinée de Kouyaté Sorikandia? Cette visibilité sur le plan international, quelqu'un disait que c'est la Coupe du monde des livres qui se joue en Guinée en 2017. Donc cette retombée est déjà importante. Deuxième retombée, surtout, c'est la promotion de la littérature et du livre ici même en Guinée, auprès du public jeune. Parce que quelqu'un a dit, on a assez entendu parler en Guinée des lecteurs, on a moins entendu parler de lecteurs. Or, pour qu'on ait des bons électeurs, il faut qu'on ait des bons lecteurs. Malheureusement, ça signifie qu'il faudrait qu'on continue à cultiver nos enfants, à cultiver en eux l'amour de lire, l'amour d'apprendre, l'amour du savoir. Et donc, Conakry capitale mondiale du livre va contribuer aussi à cela. Monsieur le ministre de la Culture, nous passons au sport cette fois-ci pour parler de la mise en place d'un comité de normalisation à la tête de la Fédération guinéenne de football qui vient de traverser une situation difficile. Quel rôle votre département a-t-il joué pour le dénouement de cette triste situation ayant conduit la semaine dernière à la mise en place d'un comité de normalisation? C'est avec beaucoup d'amertume et de regrets que nous avons vu à partir du 22 mars passé s'installer à la tête de notre fédération une crise profonde qui ne disait pas son nom au départ, mais vers la fin qui avait pris un virage très vertigineux que nous devrions stopper, sinon c'était mal parti pour notre football dans l'ensemble. Et donc le 18 avril passé, soucieux donc de notre rôle régalien de l'État, qui voudrait que nous soyons quand même l'organe de régulation de l'ensemble de la vie sportive de la nation, nous avons saisi le gouvernement, nous avons eu l'accompagnement du gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla, qu'il en soit ici remercié, sous la sage clairvoyance de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous avons pris donc la décision, une décision très courageuse, c'est vrai, de ne pas nous immixer, de ne pas nous ingérer dans les affaires intérieures de la Fédération guinéenne. Même si ces affaires intérieures, en fait, même si le constat qui était fait à ce niveau n'était pas reluisant, d'appeler nos partenaires des instances internationales pour que ces instances puissent nous aider à trouver une solution idoine à la crise qui traversait la Fédération. Donc ces instances, qu'elles en soient ici remerciées, n'ont pas tardé à répondre à notre cri de détresse. Ces instances se sont transportées ici à Conakry. Nous avons fait un premier constat des lieux. Et dans un premier élan de réconciliation des frères ennemis qui se regardaient en chien de faïence et à couteau tiré, nous avons constaté un essoufflement. Et nous nous sommes dit donc, partout où la réconciliation n'est pas de mise, il faut que les textes viennent départager les gens. C'est ce que nous avons fait donc la semaine passée. Nous avons refait appel à la FIFA et à la CAF qui sont revenus
à la charge et qui ont décidé maintenant, conformément au texte en vigueur, de mettre en place un comité de normalisation de 7 membres. Ce comité a été identifié grâce à la participation de tous les partenaires footballistiques nationaux et internationaux. Et au jour d'aujourd'hui, le comité est mis en place, comprenant 7 membres, et c'est ce que vous avez vu la semaine passée. À présent, Monsieur le ministre, nous passons à la rubrique Immersion qui nous a conduit au stade du 28 septembre, complètement rénové. Un stade qui a vu d'ailleurs le mythique Afia Football Club écrire les plus belles pages du football guinéen. Suivez. En fait, le stade du 28 septembre était dans un état de dégradation très poussé. Et lorsque la déclaration a été faite par l'OMS par rapport à la fin de la maladie à virus Ebola, alors les autorités de la CAF et de la FIFA ont tout de suite accepté que la Guinée accueille des matchs à domicile. Donc face à l'urgence, des inspecteurs devaient venir pour un peu voir l'état de notre terrain, et par rapport à ça, le stade allait être homologué. Donc les travaux d'urgence ont concerné la maçonnerie, notamment la correction des fissures et les dalles, et ensuite la peinture, la plomberie, l'électricité. Pratiquement tout a été pris en compte. Les inspecteurs sont venus par rapport à l'homologation, et lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient satisfaits des travaux. Donc aujourd'hui, le stade du 28 septembre peut accueillir n'importe quelle rencontre internationale à plus de 90%. Moi, je crois que tout y est. Pratiquement, la peinture, on a repris la peinture, les tuyauteries, ça veut dire la plomberie, l'électricité. Pratiquement tout est au point pour que le stade accueille un match dans les conditions normales. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est la bienvenue, puisqu'on avait pensé qu'on était dans l'oubliette. Mais le fait, celui qui a pu penser à ça, nous a donné une nouvelle jeunesse encore. Ça nous a rappelé beaucoup de choses. Et on a compris qu'on n'est pas oublié par notre peuple. Tout ce que nous avons fait, c'est resté dans la tête des gens. Et aujourd'hui, on commence à sentir. Deux fois, moi, c'est-à-dire, c'est un grand plaisir pour moi le fait pour le moment de travailler dans le stade même. Et chaque jour, je suis là à revivre presque mes 10 ans, 15 ans de carrière. À chaque fois que je viens au travail, je suis là dans le stade, je me promène, je m'occupe même du gazon sur lequel j'ai fait toutes ces prouesses-là. Donc
ça me donne envie de vivre même encore. De retour sur ce plateau, Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous cette immersion qui nous a conduit au stade du 28 septembre où dorénavant d'ailleurs, chaque section du stade porte le nom d'un joueur du Afia Football Club de Conakry, triple champion des clubs d'Afrique en 1972, 75 et 1977. Monsieur le ministre, dans cette émission Inside, nous donnons la possibilité aux citoyens de vous poser leurs inquiétudes. Bonjour Monsieur le ministre, je me nomme Kaban Fansman, domicilié au quartier Kissoso. Mes questions sont les suivantes. La première, Monsieur le ministre, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour la promotion des matchs en Guinée, mais aussi pour la réhabilitation des musées nationaux? Ok, donc j'ai suivi avec intérêt la question de l'auditeur et du spectateur. Il parle de la protection, de la promotion des masques et de la promotion des musées. Cela rejoint votre question sur le patrimoine historique et culturel. Il dit quels sont les moyens que nous avons mis en place. Je lui dirai tout de suite que s'il nous suit bien, le premier de ces moyens, c'est les moyens réglementaires qui n'existaient pas. Et nous sommes donc à pied d'œuvre aujourd'hui pour l'adoption de ces moyens réglementaires. Vous savez, il y avait un vide juridique, un vide réglementaire. Des gens qui quittaient les autres pays pour venir piller nos richesses culturelles et historiques ici et les emporter, par exemple, en Occident, dans les grandes foires et autres. Qu'est-ce que nous avions contre eux comme dispositif juridique lorsque nous appréhendions, par exemple, de telles actions, de telles activités néfastes contre notre patrimoine historique? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. La nature ayant horreur du vide, les gens pouvaient venir se permettre de tout ici. Voilà pourquoi, pour paraphraser la ministre, l'ex-ministre malienne de la Culture, qui dit que les musées en Occident sont en quelque sorte les fruits des pillages faits dans les pays en développement, c'est une réalité. Le musée du Quai Branly aujourd'hui en France est beaucoup plus riche en patrimoine africain que nos musées ici, à Abidjan, à Conakry ou à Dakar. C'est ce fait-là qu'il faudrait qu'on arrive à arrêter, mais par des moyens juridiques et réglementaires fiables qui puissent quand même nous permettre d'appréhender de telles questions. Maintenant, la promotion des musées, c'est bien dit, ça va aussi avec les moyens. Aujourd'hui, l'État seul ne peut pas tout faire. Et voilà pourquoi, par des solutions innovantes, nous sommes en train de réfléchir comment créer même dans le cadre de l'exercice des métiers de musée ou des métiers de conservation, un partenariat public-privé, puisque c'est aussi des métiers qui peuvent être rentables à l'échelle touristique. Donc voici ce que nous avons comme plan de façon très brève. Monsieur le ministre, nous restons toujours avec Mfa Ousmane Kaba qui s'interroge cette fois-ci sur la normalisation du championnat national de Ligue 1. Quelles dispositions avez-vous pris, Monsieur le ministre, pour la promotion de la Ligue de football professionnel, notamment dans le domaine de la rémunération des joueurs de Ligue 1? Donc, les dispositions prises pour accompagner la Ligue professionnelle du football, notamment, comme il le dit, en matière de rémunération des joueurs de ces ligues, je dirais qu'il faut qu'à un moment donné, on se rende à l'évidence dans ce pays. C'est vrai que nous venons d'un passé où on avait affaire à un État-providence. Mais l'État-providence a cessé d'exister en Guinée depuis 1984. De 1984 à nos jours, nous avons fait le choix délibéré de mettre en place un État libéral. Et l'État libéral, c'est un État qui se désengage de certains aspects sociaux dans la conduite de la nation. Désengagement ne signifie pas indifférence. Voilà pourquoi vous nous voyez un peu partout, parce que l'engagement de l'État, c'est surtout par rapport à son devoir régalien, je l'ai tantôt rappelé. L'État-providence, pendant les 26 années, avait pris en charge les joueurs sur le plan de la rémunération, sur le plan du suivi, sur le plan de la formation, même sur le plan de la dotation, sur tous les plans. Et c'était l'État-providence. Mais en 1984, lorsque nous avons fait le choix nous-mêmes de
libéraliser l'ensemble des secteurs économiques et sociaux de la nation, nous avons laissé le choix au privé de prendre le relais de l'État, d'assurer une certaine relève. Malheureusement, le secteur privé n'a pas su continuer, soit par manque de moyens, parce que le secteur privé était embryonnaire à l'époque, soit par manque d'organisation, le secteur privé n'a pas pu prendre la relève là où l'État a laissé le sport. C'est ce qui nous a amenés dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Et notre rôle en tant qu'État encore, c'est d'essayer de réglementer. Nous avons, dans le pipeline que nous avons, introduit auprès du gouvernement encore, un projet de loi que dont vous allez entendre parler bientôt, relatif encore à l'éducation physique et sportive qui va passer devant l'Assemblée et qui va réglementer le secteur du sport et le secteur du football en particulier. L'État ne pourra plus prendre en charge la rémunération des sportifs. L'État peut accompagner les sportifs par la construction des infrastructures, par la dotation de ces infrastructures en équipement, par des formations, par des appuis institutionnels. Mais l'État ne peut pas se substituer au privé. Il faut que par le mécénat et le sponsoring, que le privé puisse prendre la relève de l'État. C'est cette promotion que nous sommes en train de faire et c'est ce partenariat que nous sommes en train de nouer avec le privé, partenariat qui est en train de prendre corps et forme et je suis sûr et certain que dans quelques années, vous allez voir un secteur sportif plus performant. Monsieur le ministre, il y a Alpha Doucouré qui vous a posé cette autre question sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il dit que récemment, vous aviez annoncé que tous les artistes guinéens seraient assurés d'ici la fin de cette année. Un mois après cette annonce, peut-on savoir à quel niveau êtes-vous s'agissant de son applicabilité sur le terrain? Oui, merci. Avant de parler d'applicabilité, parlons d'abord des premiers jalons qu'on doit poser pour parvenir à l'application. L'annonce a été faite il y a seulement un mois. On ne peut pas être d'abord dans la phase d'application, d'autant plus qu'on est dans une administration. Il y a des jalons qu'il faut poser. Et ces jalons, comme il veut savoir où nous en sommes, nous sommes très avancés dans les négociations avec une compagnie d'assurance de la place. Je ne vais pas faire de la publicité gratuite. Il y a une compagnie d'assurance de la place donc, qui est pour parler très avancé avec nous. Et là où nous sommes, les dossiers ont quitté donc, le bureau de mon conseil juridique. Ça a atterri chez moi. Et il a fait ses observations sur la convention de partenariat. C'est une convention que, je rappelle, va mettre surtout en face cette compagnie d'assurance, le bureau guinéen des droits d'auteur qui est à même donc, de faire face aux droits sociaux des artistes et le ministère qui va venir en tant que maître d'ouvrage chapeauter tout le processus. Je suis sûr et certain, on m'annonçait d'ailleurs que la semaine prochaine qu'on peut passer à la signature de la convention. La signature fera l'objet d'une vulgarisation donc, du concept auprès des artistes pour que les artistes sachent les efforts que l'État est en train de consentir pour eux. Encore une fois, ça aussi c'est l'héritage de l'État-providence. Parce que sous la Première République, tous les artistes étaient pris en charge sur le plan médical, etc. Or, il est normal que ce soit les managers, en tout cas les maisons de production, etc., qui assurent le plus souvent à l'artiste un minimum de bien-être. L'État doit veiller surtout à son droit d'auteur. Mais malheureusement, puisqu'il y a une certaine défaillance encore constatée sur le terrain, l'État peut continuer à prendre en charge ces aspects-là en attendant qu'on puisse faire face à un secteur privé dynamique qui puisse prendre en charge les artistes. Monsieur le ministre, avant de clôturer cette émission, 4 grandes villes du pays avaient été désignées pour la construction des stades devant abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 que notre pays doit accueillir. Tiendrons-nous cet objectif ambitieux pour notre pays? Nous l'espérons. C'est ce que nous espérons et c'est l'espoir qui nourrit. Et non seulement nous l'espérons, mais nous sommes condamnés à tenir cet engagement, puisque c'est un engagement international. Un engagement aujourd'hui qui frise quand même avec la dignité même de la Guinée. Parce que, à ma connaissance, aucune nation n'a reçu le quitus d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations et que cette nation vienne d'elle-même rendre le tablier pour dire « je n'ai pas pu organiser ». On ne souhaite pas que cela arrive à la Guinée.
À ma connaissance, c'est seulement à la Libye qu'on a retiré l'organisation de la CAN à cause de la guerre civile qui s'était abattue sur ces pays. Nous n'en sommes pas dans ce cas de figure. Il faut que la Guinée tienne ce rendez-vous de 2023. Maintenant, en quoi faisant? Il faut que l'État joue sa partition. Il faut que vous, la presse, vous jouez votre partition. Il faut que les ligues professionnelles du football jouent leur partition. Il faut que le comité olympique joue sa partition. Il faut que les joueurs, il faut que la population, il faut que tout le monde se donne la main en synergie pour pouvoir aboutir vraiment aux résultats escomptés dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023. Le challenge à ce niveau, c'est quoi? C'est la mise en place d'abord du comité d'organisation de la CAN, le COCAN. Il faut que tout le monde nous aide. Il faut que ce comité aujourd'hui voit le jour. Et c'est ce comité qui déterminera la suite. Maintenant, l'identification des sites où on doit mettre les infrastructures, les études de faisabilité des infrastructures, la levée des fonds pour les infrastructures, etc., jusqu'à l'organisation proprement dite de la CAN 2023. Monsieur le ministre, votre mot de la fin. Merci. C'est par ces petits mots que je vais terminer. Merci à vous qui m'avez donné l'opportunité ici de m'exprimer et de m'adresser à ces milliers d'auditeurs, de téléspectateurs, d'internautes. Et merci surtout à ceux-là qui ont pris leur temps pour m'écouter. Ce que je veux dire, c'est que nous avons enclenché une nouvelle dynamique dans le secteur de la culture, des sports et du patrimoine historique. Dynamique enclenchée sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a voulu que la Guinée, au sortir de 2 années dures d'Ebola, puisse renouer avec l'espoir. Or, la meilleure façon de faire renouer un pays avec l'espoir, c'est de créer l'enthousiasme, créer le rêve au sein des populations. Or, en tant que ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, je gère les rêves des Guinéens. Aujourd'hui, plus qu'hier, le sport est devenu un opium. Si Karl Marx disait au XIXe siècle que la religion était l'opium des peuples, au XXIe siècle, c'est le sport qui est l'opium des peuples. Je gère le secteur des sports. Hormis le sport, je gère la culture. Il n'y a pas un facteur qui réunit, qui unit, qui met un peuple en cohésion que la culture. Nous gérons la culture. Nous demandons donc à l'ensemble des Guinéens que ces secteurs qui sont transversaux dans la vie de la nation soient soutenus par tout le monde. Décideurs politiques, acteurs de la société civile, acteurs du secteur privé, que tout le monde se donne la main pour accompagner la culture, les sports et pour redorer le blason de notre patrimoine historique. Merci à vous, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui met en avant les actions du gouvernement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.